Donc aujourd'hui, nous allons parler de la place de la tétracicline dans le traitement de la polyarthrite entre théorie et pratique. Donc voici les contenus. En effet, la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde a été révolutionnée ces dernières décennies grâce essentiellement à la mise à notre disposition de traitements qui vont agir au cœur du processus inflammatoire avec les DMARDs, mais surtout avec les traitements ciblés qui peuvent avoir donc une efficacité bien supérieure aux DMARDs classiques, particulièrement les traitements biologiques, mais aussi les targeted synthetic DMARDs, les small molecules comme les anti-JAK. Aussi, par l'adoption de nouvelles stratégies thérapeutiques, de nouvelles réflexions dans notre prise en charge, particulièrement avec le traitement précoce pendant la fenêtre d'opportunité, le tight control et le total. Mais ceci nous expose aussi à de nouveaux challenges et nous avons de nouvelles exigences vis-à-vis donc de la communauté et de nos patients. Et nous devons changer ou bien faire évoluer notre réflexion et notre prise en charge des patients vers une médecine plutôt personnalisée, avec la médecine, ce qu'on appelle la médecine de précision, où il faut prescrire le bon traitement au bon patient et au bon moment. Ceci, c'était essentiellement grâce donc aux études immunogénétiques et histologiques pour pouvoir cibler donc le processus inflammatoire et voir quelle est la meilleure option thérapeutique à proposer en fonction de ces données histologiques et immunogénétiques. Aussi, donc un nouveau principe qu'on devrait adopter de plus en plus dans notre pratique quotidienne, qui est la décision partagée. C'est un principe qu'on retrouve partout dans les nouvelles recommandations des sociétés savantes, la CR, la SFR, l'ELA. Et donc la décision partagée doit être au cœur de notre réflexion et de notre prise en charge, car c'est le seul garant qui permet aux patients d'adopter, de s'approprier sa maladie, de s'approprier sa prise en charge et d'assurer une meilleure adhésion au traitement. Et bien sûr, le patient, il doit être au centre de notre réflexion. On doit sortir un peu de notre peau de scientifique où on va se baser uniquement sur des preuves scientifiques, sur des scores, sur des paramètres inflammatoires, et plutôt intégrer notre dimension humaine et mettre le patient au centre de notre réflexion et vérifier, donc voir ses besoins, voir ses attentes pour pouvoir proposer une meilleure prise en charge. Et pour ceci, donc, nous avons besoin de plus d'outils thérapeutiques, plus d'options thérapeutiques à proposer à nos patients. Alors, nous avons eu donc tout récemment une nouvelle classe thérapeutique qui a été mise à notre disposition, sont les anti-JAK. Les anti-JAK ne sont pas juste une autre classe, donc juste un traitement de plus dans la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde, mais plutôt une classe thérapeutique innovante de par d'abord son mécanisme d'action au cœur même du processus inflammatoire, au cœur même de la cellule, avec une action intracellulaire. Jusque-là, avec les traitements biologiques, nous avons eu donc des anticytokiniques comme des anti-PNL, anti-IL6. Nous avons eu des traitements qui vont cibler les cellules, notamment les lymphocytes avec le rituximab, les molécules de co-stimulation avec la dataset, mais c'est la première classe thérapeutique qui propose une action en intracellulaire et qui va empêcher le processus de production même des cytokines pro-inflammatoires. Aussi, c'est une classe thérapeutique innovante parce qu'elle propose donc pour la première fois la voie orale pour un traitement ciblé. Et aussi, c'est une classe thérapeutique qui est très intéressante par ses données d'efficacité et de tolérance qui sont très intéressants et rassurants. Alors, on va commencer très rapidement avec quelques mots sur le mécanisme d'action donc des anti-JAK. Vous savez que la voie de signalisation JAK est la voie de signalisation principale pour la production des cytokines pro-inflammatoires, où les cytokines vont se fixer au niveau de leurs récepteurs, ils vont déclencher la phosphorylation donc du JAK avec l'activation du JAK, qui à son tour va activer donc notre molécule qui est STAT. Et cette molécule, elle va migrer jusqu'au noyau et elle va déclencher le processus de transcription génétique donc des cytokines pro-inflammatoires. Alors, les anti-JAK,
Donc, les anti-JAK vont agir au niveau donc, de l'activation de ce JAK, ils vont empêcher tout ce processus et la production des cytokines pro-inflammatoires. Donc, il faut savoir que la majorité des récepteurs à la surface de la cellule donc, sont des récepteurs soit cytokiniques, soit à l'interférence, soit des récepteurs hormonaux. Ils vont tous être actifs, donc vont activer les JAK, donc les JAK, les molécules JAK, qui sont au nombre de 4 en fait. Il y a 4 types de la famille de JAK qui comportent 4 membres. JAK 1, 2, 3 et la tyrosine kinase. Donc, il faut savoir que la majorité des cytokines pro-inflammatoires vont dépendre essentiellement de JAK1. Le JAK2, on le retrouve surtout dans les récepteurs hormonaux et la tyrosine kinase aussi dans les récepteurs hormonaux. Alors, les molécules qui vont agir essentiellement au niveau de JAK vont avoir une inhibition cytokinique qui est importante. Alors, la tofacitinib est un anti-JAK, c'est-à-dire qu'elle va agir au niveau de tous les JAK, mais essentiellement, elle a une grande affinité pour JAK1 et JAK3, et elle a une affinité qui est plus faible pour JAK2 et pour la tyrosine kinase. Donc, elle a un effet inhibiteur qui est majeur pour le JAK1. Donc, en inhibant JAK1, la tofacitinib a un large profil d'inhibition cytokinique. Alors, depuis la découverte en 1984 par Wilks de la voie de signalisation JAK, donc cette voie de signalisation a suscité l'intérêt des scientifiques et en 1986, on a eu le premier anti-JAK donc la première étude qui a porté sur un anti-JAK. En 2011, nous avons eu le premier anti-JAK, donc qui est utilisé pour le traitement de la myélofibrose et un an plus tard, nous avons eu, nous, rhumatologues, notre premier anti-JAK qui est approuvé au cours de la polyarthrite rhumatoïde, qui est la tofacitinib, donc qui a été approuvé en 2012. Donc, c'est une molécule avec laquelle on a un recul pratiquement en post-marketing actuellement de plus de 9 ans. Depuis, jusqu'à nos jours, donc, il y a 3 autres anti-JAK qui ont été approuvés en 2018 avec le baricitinib, 19 le padacitinib et plus récemment la filgocinib en 2021. Alors, nous allons voir donc les données d'efficacité. Il faut savoir que la tofacitinib est une molécule qui a bénéficié de l'un des plus vastes programmes de développement clinique au cours de la polyarthrite rhumatoïde avec la série des études orales. Donc, cette série d'études a évalué la tofacitinib sur ses différents aspects. En monothérapie, avec les 2 études, l'étude STAR, qui a évalué la tofacitinib chez les patients naïfs de méthotrexate et à la comparé son efficacité justement au méthotrexate. L'étude orale solo, donc toujours en monothérapie, mais qui a évalué l'efficacité de la tofacitinib chez les patients résistants à un premier GMAX. Par la suite, nous avons eu les études de la tofacitinib en combinaison avec le méthotrexate, avec l'étude orale 50, donc qui a évalué la tofacitinib plus méthotrexate comparatif chez les patients résistants à un premier GMAX. Oral Scan qui avait pour objectif essentiel donc d'évaluer la réponse structurale donc de la tofacitinib, qui a été utilisée avec le méthotrexate chez les patients déjà résistants au méthotrexate. Aussi, donc l'étude orale standard qui a l'avantage majeur de comparer les résultats de la tofacitinib à un anti-TNF-alpha, à l'adalimumab, à la comparer. Donc, le comparateur était un traitement biologique pour oral standard. Et pour oral step, donc, c'est un traitement où la tofacitinib a été utilisée chez les patients résistants à un anti-TNF-alpha. Donc, voici les résultats donc, de ces différentes études orales. Nous avons ici la réponse ACR20 et vous avez ici la réponse chez les patients résistants au méthotrexate, chez les patients résistants au GMAX et chez les patients résistants aux anti-TNF-alpha. Et vous voyez que déjà à 6 mois de traitement, nous avons un taux de réponse qui est supérieur à 50% en termes de réponse ACR20, donc pratiquement toutes les études. Et vous voyez ici dans l'étude orale standard, nous avons une réponse
31% comparativement à 47% pour l'adalimumab. Ici, en monothérapie, donc la tufafitinib a été utilisée en monothérapie où la réponse avoisinait donc la 59%. Et chez les patients résistants déjà à un premier biologique, un premier anti-TNF alpha, nous avons une réponse à 40% donc de la tufafitinib déjà à 3 mois d'utilisation. En termes de réponse ACR50, on retrouve pratiquement des résultats similaires avec un taux de réponse supérieur à 30%. Ici, donc avec oral standard, nous avons 36% de répondeurs ACR50 pardon, contre 27% de répondeurs pour l'adalimumab. Toujours pour oral solo, donc en monothérapie à 30%, et chez les patients résistants aux anti-TNF alpha, nous avons un taux de réponse à 26%. Les mêmes résultats aussi se confirment avec la réponse ACR70, donc qui est un critère assez exigeant, où nous avons dans l'étude orale standard une réponse qui avoisine 20%, donc de répondeurs ACR70 à 6 mois de traitement contre 9% pour l'adalimumab, 15% pour la monothérapie et 13% c'est les patients résistants à un anti-TNF alpha à 3 mois de traitement. Alors, nous avons vu que cette molécule était efficace chez les patients résistants déjà à un premier 10 mars, résistants aux anti-TNF alpha, mais qu'en est-il de la réponse thérapeutique chez les patients naïfs de tout traitement? Donc, la réponse nous vient de l'étude oral standard, où les auteurs ont évalué la réponse ACR70, donc, et ils ont poursuivi l'étude jusqu'à 2 ans de traitement. Et là, donc, ils ont comparé les patients traités par methotrexate aux patients traités par tufafitinib dans les deux là en haut. Et vous voyez là donc que la différence est nette en termes de réponse ACR70 qui avoisine donc les 40%, alors qu'elle n'est que de 10 à 15% pour le methotrexate en termes d'ACR70. Et vous voyez là donc sur cette étude que la réponse donc de la tufafitinib à 5 mg continue à progresser avec le temps pour rejoindre donc la réponse de la double dose qui est de 10 mg 2 fois par jour. Et il faut savoir que cette dose donc n'est pas vraiment utilisée en rhumatologie, elle est plutôt l'apanage donc de la gastrologie pour le traitement de la RCH. Donc la dose qu'on utilise habituellement, c'est le 5 mg fois 2. Donc, au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Alors, donc, nous avons vu que c'est une molécule qui a une donne de très bons résultats, mais est-ce qu'on peut l'intégrer dans une stratégie totale? Et pour répondre à cette question, nous avons là les réponses donc, en termes de rémission DAS28. Et là, vous voyez que la tufafitinib c'est beaucoup mieux que le comparateur en termes de réponse DAS28, donc il suscite d'une façon significativement dans toutes les études orales qu'on a vues tout à l'heure. Est-ce que donc la tufafitinib a un effet sur la qualité de vie? Effectivement, donc nous avons ici la variation du HAQ par rapport à baseline dans les différentes études orales. Et là vous avez le seuil, là vous avez le seuil qui correspond en fait à la variation minimale cliniquement importante. C'est-à-dire qu'il faut que le HAQ varie de plus de 0,3 pour que la variation soit perceptible à l'échelle du patient. Et vous voyez ici que dans les différentes études STEP, donc la réponse à la tufafitinib à 5 mg dépassait largement ce seuil. Donc déjà à 3 mois de traitement pour toutes les études. Alors, on peut penser que pour un traitement oral, on risque d'avoir une réponse clinique qui prend du temps pour s'installer. Donc, comparativement à un traitement injectable qui semble agir plus rapidement. Eh bien non. Effectivement, donc, dans les différentes études, notamment l'étude Oral Synchrone et Oral STEP, vous voyez déjà que la différence entre tufafitinib et le comparateur commence à être significative à 2 semaines de traitement. Donc, c'est-à-dire que l'efficacité du traitement elle commence à être perceptible à partir de la 2e semaine
de traitement. Donc, c'est un traitement qui agit assez rapidement. Alors, nous avons vu que la tofacitinib était efficace chez les patients naïfs, chez les patients résistants au méthotrexate, chez les patients résistants aux anti-TNF-alpha, avec une réponse donc clinique qui est rapide. Alors, comment peut-on intégrer cette nouvelle molécule dans notre stratégie thérapeutique? Pour répondre à cette question, nous avons les résultats de l'étude Oral Strategy, qui est une étude randomisée contrôlée de phase 3B4 en double aveugle, head-to-head, où les auteurs ont comparé les patients présentant une première rhumatoïde modérée à sévère résistante au méthotrexate et ils ont comparé 3 bras. Donc, en bleu, là, vous avez la tofacitinib 5 mg de 7 heures jour, tofacitinib en combothérapie avec le méthotrexate 5 mg de par jour, et ils ont comparé donc ces 2 bras à l'adalimumab donc en combothérapie avec le méthotrexate. Donc, leur objectif était la réponse ACR 50 à 6 mois de traitement, puis à 12 mois de traitement. Et donc, voici donc les résultats de cette étude. Ils ont inclus dans cette étude de 1150 patients, donc de façon équivalente entre les 3 bras, plus que 380 patients par bras par traitement. Et au cours de l'évolution, donc au cours du suivi, il y avait pratiquement 70 patients qui ont arrêté le protocole, et ceci d'une façon équivalente dans les 3 bras. Donc, ils vont arrêter le protocole d'une façon équivalente, 70 patients à peu près dans les 3 bras. Alors, pourquoi cet arrêt? Donc, les causes d'arrêt du traitement étaient pour des effets indésirables dans 5,5% des cas pour la tofacitinib en monothérapie, 6,9% des cas pour la combothérapie et 9,3% des cas pour l'association adalimumab et méthotrexate. Et c'était pour donc réponse clinique insuffisante pour 2,6% des cas pour le bras monothérapie, 0,8% des cas pour le bras tofacitinib plus méthotrexate et 1,8% des cas pour le comparateur adalimumab plus méthotrexate. Alors, donc les investigateurs ont analysé les résultats donc de cette étude Oral Strategy en termes de non-infériorité, de réponse clinique non inférieure, et ils ont comparé les 3 stratégies thérapeutiques. Alors, pour comprendre un peu l'analyse de non-infériorité, donc ils vont calculer la différence de réponse entre 2 stratégies thérapeutiques. Là, c'est le losange en jaune là. Et ils vont voir aussi donc l'intervalle de confiance. Et il faut que l'intervalle de confiance ne chevauche pas sur le 1 pour dire qu'un traitement ou bien une stratégie thérapeutique est supérieure à une autre. Si cet intervalle de confiance chevauche avec le 0, on va dire qu'une stratégie n'est pas inférieure à une autre, mais il y a aussi un autre seuil qu'on doit prendre en considération, c'est la marge de non-infériorité. Et il faut que l'intervalle de confiance ne chevauche pas cette marge de non-infériorité pour dire qu'un traitement ou bien une stratégie thérapeutique n'est pas inférieure. Alors, c'est une marge qu'on calcule grâce donc à des calculs statistiques à partir de plusieurs paramètres. Et donc, il faut que l'intervalle de confiance ne chevauche pas cette marge pour dire qu'une stratégie n'est pas inférieure à une autre. Alors, la première comparaison a été effectuée entre la combothérapie tofacitinib plus métho avec la combothérapie adalimumab plus métho. Et là, vous voyez donc que donc la première stratégie thérapeutique n'était pas inférieure. La non-infériorité a été confirmée pour cette stratégie thérapeutique. Pour la tofacitinib en monothérapie versus adalimumab plus méthotrexate, la non-infériorité n'a pas été confirmée, de même que la supériorité donc de la deuxième stratégie qui est l'adalimumab plus métho n'a pas été aussi confirmée. Et finalement, donc la monothérapie versus combothérapie, donc la non-infériorité de cette stratégie thérapeutique n'a pas été confirmée. De même que la supériorité de la combothérapie par rapport à donc la monothérapie n'a pas été aussi confirmée. Alors, on essaie de voir un peu les résultats bruts donc de cette étude Oral Strategy. Vous avez ici la réponse ACR20, ici la réponse ACR50, donc paramètre sur lequel l'analyse de non-infériorité a été effectuée, et là,
la réponse en termes de ACR 70. Et là, vous voyez le taux de réponse particulièrement donc, de la tofacitinib en monothérapie était à 65% en termes de réponse ACR 20, 75% pour la combothérapie et pratiquement donc, on retrouve les mêmes résultats que dans les autres études orales stratégiques. Alors, est-ce que ceci persiste dans le temps? Nous avons ici donc la réponse à 12 mois de traitement, donc de différents critères, donc ACR 20, 50 et 70, et vous voyez que cette réponse thérapeutique est maintenue dans le temps. Et même pour l'ACR 70, on continue à gagner encore en termes de réponse avec le temps pour atteindre pratiquement 35 à 40% en termes de réponse ACR 70 à 12 mois de traitement. Alors, qu'en est-il de la réponse clinique, donc avec les paramètres auxquels on est tous habitués, et vous voyez que ces données se confirment aussi en termes de réponse SDAI et CDAI à 12 mois de traitement, et on continue à avoir à gagner plus de répondeurs avec le temps particulièrement pour la tofacitinib en combo-thérapie. Alors, pour aller un peu plus loin dans le profiling des patients répondeurs pour ces différentes stratégies thérapeutiques, donc les auteurs de cette publication ont fait donc une analyse post-op des résultats oral stratégie. Ils ont pris tous les patients, donc les 3 bras, ils ont comparé les patients répondeurs, très bons répondeurs, et les patients moyennement répondeurs. Et ils ont essayé de comparer les 3 stratégies thérapeutiques dans ces groupes de patients en particulier. Et là, vous voyez qu'en termes de CDAI, en termes de ACR et en termes de HAQ, pour les patients très bons répondeurs, les 3 stratégies font exactement la même chose. C'est-à-dire que la tofacitinib en monothérapie, la combothérapie et l'adalimumab avec le méthotrexate faisaient les mêmes résultats, donnaient de très bons résultats chez ce lot de patients très bons répondeurs. Pour le lot de patients moyennement répondeurs, vous voyez que la tofacitinib, là, en vert, faisait un peu mieux dans ce groupe de patients en particulier. Tofacitinib plus méthotrexate. C'est-à-dire que pour les patients moyennement répondeurs, avec donc une maladie qui est particulièrement résistante et tout, donc la tofacitinib plus méthotrexate faisait un peu mieux dans ce lot de patients en particulier, et ils ont dégagé un taux de CRP élevé. Donc, que ceci était un facteur prédictif d'une bonne réponse dans ce groupe de patients avec la tofacitinib plus méthotrexate. Alors, donc, nous venons de voir donc, les résultats des études contrôlées randomisées, mais vous savez tous que ces patients ne correspondent vraiment pas aux patients qu'on voit tous les jours dans notre pratique quotidienne. Et donc, c'est des patients où les paramètres, où plusieurs paramètres sont gérés de telle façon que donc la preuve scientifique elle peut être mise en évidence, mais c'est pas vraiment les patients qu'on voit tous les jours. Alors, nous avons besoin des données donc des registres, de la vraie vie, pour vérifier donc les données qui ont été confirmées grâce au RCT. Et là, nous avons les données donc, du registre américain Corona et les auteurs, ils ont comparé 400 patients qui ont été traités entre 2012 et 2016 par tofacitinib, en monothérapie dans 240 cas et en combothérapie dans 160 cas. Et ils ont comparé aux patients traités par anti-TNF-alpha sur la période entre 2001 et 2016. Et ils ont inclus dans cette étude plus de 6 000 patients traités par anti-TNF avec 4300 traités en combothérapie et 1800 traités en monothérapie. Et ils ont effectué la même analyse, donc, qu'on a vu tout à l'heure, l'analyse de non-infériorité avec l'étude orale stratégie. Et là, vous voyez que les différentes stratégies thérapeutiques étaient non inférieures, particulièrement la combothérapie versus monothérapie, TNF en combinaison avec le méthotrexate versus tofacitinib en monothérapie et l'anti-TNF en combothérapie versus tofacitinib en combothérapie. Ceci donc vient confirmer les résultats de l'étude orale stratégie dans la VIV. Il n'y a pas que les Américains qui ont vérifié ces données donc sur les registres. On a aussi deux cohortes suisses qui ont été analysées donc dans cette étude publiée en 2019.
Et dans ce cohorte, il y avait 140 patients traités par anti-TNF alpha. Et ils ont un peu vu quelle était la réponse thérapeutique dans le temps jusqu'à 4 ans, plus que 4 ans de suivi. Et ils confirment aussi donc les résultats retrouvés dans le registre américain. Et ils ont vu que les patients naïfs aux biothérapies faisaient mieux que les patients déjà traités par biothérapie avec la tofacitinib, et que le taux de persistance thérapeutique était très bon, aux environs de 60% pratiquement à 4 ans, et qu'il y avait très peu d'arrêt d'inefficacité et bien intolérance. Alors, qu'en est-il des données de la tolérance? Vous savez tous que ceci a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, avec particulièrement le risque de thrombose veineuse et particulièrement le risque d'infection à herpès zoster virus. Donc, on commence déjà par les résultats des différentes études qu'on a vues tout à l'heure en termes de réponse d'effets indésirables, de tolérance de façon globale. Et vous voyez là, donc, la fréquence des événements indésirables, là, pour l'étude de Solo, donc, dans le placebo était à 54%, le bras monothérapie était à 51%, et le bras compothérapie à 54% d'effets indésirables. Pour les effets indésirables graves, ils ont été détectés à 4,9% des cas pour le placebo, 0,4% pour la monothérapie et 2% pour la combothérapie, et ceci à 3 mois de traitement, et ça a été confirmé aussi à 6 mois de traitement. Je vous rappelle que l'étude Solo a utilisé donc la tofacitinib en monothérapie avec les deux dosages 5 mg et 10 mg. Et là, nous avons aussi les résultats de l'oral step qui a utilisé la tofacitinib en association avec le méthotrexate, et on retrouve pratiquement les mêmes résultats à 3 mois et à 6 mois avec donc une fréquence des effets indésirables sévères avoisinant de 1,5%, et ceci donc est parfaitement comparable aux données qu'on peut voir avec les autres traitements biologiques. Si on essaie de voir donc les résultats de Oral Strategy, qui a comparé, je vous rappelle, la tofacitinib en mono et en combothérapie avec l'adalimumab, vous avez ici donc la fréquence des patients qui avaient des effets indésirables donc de façon globale, qui était comparable. Les patients qui avaient des effets indésirables du traitement, et là avec les patients qui avaient des effets indésirables sévères. Donc dans le bras tofacitinib en monothérapie, la fréquence était de 9%, en combothérapie 7% et avec l'adalimumab 6%. Et pour les patients qui ont dû arrêter le traitement à cause des effets indésirables, nous avons 6% des patients qui ont arrêté dans le bras monothérapie, 7% dans le bras tofacitinib en combothérapie et 10% dans le bras adalimumab plus méthotrexate. Alors, quels étaient ces effets indésirables? C'était surtout des infections à herpès virus, des infections opportunistes, un seul cas donc de maladie cardiovasculaire, mais surtout il y avait donc la majorité des effets indésirables était la perturbation du bilan hépatique, et on va le voir en détail tout à l'heure. Alors, qu'en est-il des données à long terme de la tolérance? Nous avons ici donc l'analyse de l'extension à long terme des différentes études orales en open label, tous les patients qui ont été suivis en open label avec toutes les études orales, et vous voyez jusqu'à 9 ans de suivi, et vous voyez là qu'en termes d'infections sérieuses, donc le taux d'incidence des infections sérieuses était stable dans le temps. Pour la survenue de tumeurs, ça était aussi stable dans le temps, et pour les infections virales à herpès virus, c'était aussi stable dans le temps. Alors, donc pour l'étude stratégique, puisque les oral stratégies, les investigateurs, puisqu'ils étaient avertis de risques donc plus élevés de survenue d'infections virales à zoster virus, donc ils ont inclus dans leur stratégie l'option de pouvoir faire le vaccin contre l'herpès avant la randomisation. Ils ont proposé ça aux sujets volontaires, et par la suite, donc le vaccin a été effectué 28 jours avant la randomisation, et par la suite, ils ont analysé les résultats en fonction de la présence ou non de la vaccination. Là, vous avez l'incidence globale donc des infections à herpès virus dans l'étude orale stratégique, qui était de 1,1 nouveaux cas par 100 000 patient an, et c'était donc dans le bras tofacitinib en monothérapie,
En combothérapie, le taux d'incidence était de 2,3 et dans le bras adalimumab, c'était 1,7. Donc, c'était relativement comparable. En analysant en sous-groupe en fonction de la présence ou bien de l'absence de la vaccination, et là, curieusement, vous voyez que les patients traités qui ont été vaccinés et traités par adalimumab n'ont pas fait du tout donc d'infection à herpès virus. Par contre, les patients traités par tofacitinib ont donc fait des infections à herpès virus au même taux qu'on a vu tout à l'heure, et ceci suggère éventuellement un mécanisme d'action qui était différent donc pour l'infection virale entre un biologique, l'adalimumab, et la tofacitinib. Et ces mêmes résultats ont été confirmés aussi après analyse en sous-groupe chez les patients âgés de plus de 50 ans. Je vous rappelle que le vaccin actuellement disponible pour l'herpès virus est un vaccin vivant et qu'on n'a pas encore à notre disposition le vaccin inerte contre le herpès virus. Le deuxième sujet qui a fait un peu polémique ces derniers temps, c'est le risque de thrombose veineuse. Et ceci, donc l'alerte a été lancée surtout avec les résultats intermédiaires d'une étude qui est actuellement en cours comparant donc la tofacitinib à un traitement par anti-TNF-alpha. Et donc les auteurs ont prouvé qu'il y avait un taux d'incidence plus élevé d'événements de thrombose veineuse profonde dans le groupe tofacitinib à 5 mg et à 10 mg comparativement à l'anti-TNF. Donc ce taux était de 0,18 pour l'anti-TNF, 0,3 pour tofacitinib à 5% et 0,38 pour tofacitinib à 10 mg fois 2 donc par jour. Et là, vous voyez que donc l'odds ratio était de 1,6 pour la dose qu'on utilise donc de tofacitinib et que ce n'était pas significatif, donc puisque l'intervalle de confiance s'ouvrait avec le 0, mais pour l'incidence de thrombose veineuse profonde. Qu'en-est-il de l'incidence des embolies pulmonaires? Nous trouvons pratiquement les mêmes résultats, donc avec plus de, un peu plus donc d'embolies pulmonaires dans le bras 5 mg, tofacitinib 5 et 10 mg, mais toujours avec la dose de 5 mg, c'est donc ce risque n'est pas significatif. Donc l'intervalle de confiance s'ouvre avec le 1, mais il était significatif pour la dose de 10 mg fois 2. Alors, donc, ces résultats ont incité donc ces auteurs à comparer, effectivement, à revoir donc les données de toutes les études orales qui ont été effectuées avec la tofacitinib, de comparer la fréquence des événements vasculaires, donc des thromboses veineuses profondes et d'embolie pulmonaire, de comparer tous les patients du programme polyarthromatoïde dans les études orales, et nous en comparer à deux autres biologiques, à l'étanercept et à la tocilizumab, et nous en comparer avec l'étude en cours que j'ai citée tout à l'heure. Et là, vous voyez que l'analyse globale donc, de ces différentes options thérapeutiques a montré pratiquement le même risque dans les différentes études orales, comparativement à l'étanercept et au tocilizumab, et que le risque était significativement élevé seulement pour tofacitinib à 10 mg fois 2 par jour. Et ceci en termes de risque de thrombose veineuse profonde et d'embolie pulmonaire. Et je vous rappelle que c'est une dose qu'on n'utilise pas dans notre pratique quotidienne. Donc, la vigilance est de mise, donc il faut faire attention. Si les patients c'est qui on va prescrire donc un anti-JAK, et particulièrement on doit chercher les facteurs de risque, de haut risque de thrombose veineuse, notamment donc là, je vous rappelle donc ces facteurs, les antécédents d'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque, le cancer, les maladies héréditaires de la coagulation, les antécédents de thrombose, les patients traités par contraceptifs hormonaux combinés, du traitement par substitution hormonale, les patients ayant une intervention clinicale importante et les patients immobiles. Particulièrement chez ce groupe de patients, il faut être particulièrement vigilant et faire attention en cas de prescription d'un anti-JAK. Alors, les résultats donc des études randomisées des RCT, c'est bon, mais qu'en est-il de la VGI? Et là, nous avons les résultats toujours du registre américain Corona à 3 ans
Donc, après la mise de ce traitement sur le marché, les auteurs ont comparé les effets indésirables de façon globale chez 760 patients traités par sulfacycline. Ils les ont comparé à 4600 patients traités par Vidimart et 1300 patients traités par DCS Dimart. Et ils ont vu que pratiquement le taux d'incidence des effets indésirables sérieux, des infections sévères étaient comparables. Les infections à herpès virus étaient plus élevées dans le groupe sulfacycline et la fréquence de la tuberculose était pratiquement nulle et comparable dans les trois groupes. En termes d'événements cardiovasculaires, de même, la fréquence de survenue des événements cardiovasculaires était comparable. Donc, le taux d'incidence des tumeurs malignes était aussi comparable et de perforation gastro-intestinale. Donc, ceci, c'est les résultats à 3 ans. C'est des résultats qui ont été communiqués dans le comité de la CR en 2016. Et là, vous avez les résultats à 5 ans communiqués dans le congrès de la CR en 2018 et pratiquement on retrouve presque les mêmes résultats qui se confirment. Avec pour l'analyse à 5 ans, plus de 1400 patients traités par tetracycline. Alors, on vient aux modalités de traitement. Je sais que plusieurs parmi vous ont commencé déjà à utiliser ce traitement, mais un petit rappel très rapide donc sur les modalités d'usage de ce traitement dans la pratique quotidienne. Et là, on va se baser surtout sur les fiches du prix qui ont été publiées en 2019. Là, vous avez donc le bilan à faire avant d'initier un traitement par tetracycline et pratiquement c'est les mêmes recommandations qu'on donne avec les biologiques, avec il faut chercher un antécédent personnel et familial de tuberculose, il faut chercher un risque, donc il faut évaluer le risque cardiovasculaire, les antécédents de cancer, l'insuffisance hépatique et aussi les troubles digestifs hépatiques. Mais particulièrement pour la tetracycline, il faut bien vérifier les médicaments que le patient prend du patient concomitant, car il y a des médicaments qui est déconseillé d'associer avec la tetracycline, particulièrement les inducteurs et les inhibiteurs du cytochrome. On va les voir en détail tout à l'heure. Alors, il faut aussi vérifier à l'examen qu'il n'y a pas une infection donc en cours actuellement, pas de fièvre, pas d'infection évolutive, pas de risque de tumeur cellule, donc il faudra explorer avant d'instaurer le traitement. Bien sûr, c'est un traitement qu'on ne va pas utiliser en cas de grossesse et d'allaitement et en cas d'insuffisance hépatique sévère et en cas d'antécédent d'infection opportuniste et en cas d'antécédent d'hypersensibilité aux produits ou bien à l'un des excipients. Et bien sûr, il faut mettre à jour, comme tous les biologiques, la vaccination, particulièrement la vaccination contre la grippe et contre le pneumocoque. Tous les vaccins qu'il est nécessaire de mettre à jour, on doit les faire au moins 2 semaines avant l'instauration du traitement. Et pour le moment, il n'y a pas d'indication à faire la vaccination contre le herpès virus, puisqu'on n'a pas encore à notre disposition le vaccin inerte donc contre le herpès virus. Et vous vous rappelez tout à l'heure que la vaccination avec le vaccin vivant n'a pas pu vraiment prévenir le risque de survenue d'herpès chez les patients traités par tetracycline. Pour le moment, il n'est pas indiqué donc de vacciner contre le herpès avant d'instaurer un traitement par tetracycline. Alors, le bilan biologique, c'est pratiquement la même chose qu'on fait avec les autres traitements biologiques, notamment anémogramme, électrophorèse, bilan hépatique, bilan rénal, bilan lipidique. Donc, si chercher une infection patente donc tuberculose patente, les sérologies hépatiques B et C, la sérologie virale herpès est indiqué que si on va envisager une vaccination, mais si on ne va pas envisager une vaccination, ça ne sert à rien de faire la sérologie contre le herpès virus. Et bien sûr, il faut bien chercher donc si on a une suspicion de néoplasie avant d'instaurer le traitement. Alors, en pratique, avant d'initier le traitement, il n'y a pas vraiment d'adaptation des doses à faire en fonction de l'âge ni en fonction des antécédents. En cas d'insuffisance rénale débutante ou bien modérée, on peut toujours prescrire la tetracycline. Si la clairance est inférieure à 30 ml par minute, on va donner la moitié dose, c'est-à-dire un seul comprimé par jour.
En cas d'insuffisance hépatique aussi, si l'insuffisance est de classe B, l'insuffisance hépatique est de classe B de child, on peut toujours donner la moitié dose à 5 mg par jour, mais si elle est de classe C, la tofacitinib est dans ce cas contre-indiquée. On doit faire aussi attention aux éléments de l'hémogramme. Si on a une hémoglobine à 9, donc il est déconseillé de commencer un traitement par tofacitinib. Si on a des PMN inférieurs à 1000 de même, et si on a un compte lymphocytaire inférieur à 750, il est aussi déconseillé d'instaurer un traitement par tofacitinib. Pour les associations médicamenteuses, on va faire très attention pour les inhibiteurs du cytochrome, car il y a un risque de surdosage en tofacitinib si on va associer ces traitements, particulièrement le tacrolimus et la cyclosporine, où l'association est contre-indiquée. Je vous rappelle que c'est un cas de figure qui se voit plutôt avec les gastrologues. On n'a pas vraiment de co-prescription pour des maladies rhumatismales de cyclosporine et de tacrolimus avec la tofacitinib. Et aussi, il faut faire attention si on a un traitement antifongique en cours, notamment avec le ketoconazole ou bien le fluconazole. Dans ce cas, il faut réduire la dose de tofacitinib et surveiller de près l'hémogramme et le bilan hépatique. Si le patient prend un traitement inducteur du cytochrome, dans ce cas, particulièrement la rifampicine, le phenobarbital et la carbamazepine, dans ce cas, la tofacitinib est à éviter d'une façon concomitante, car elle va être très rapidement métabolisée, elle ne va pas être efficace. Donc, c'est pas associé un traitement concomitant par rifampicine, phenobarbital et carbamazepine. Politique de la vaccination, donc tous les vaccins inactivés peuvent être sous anti-JAK. Globalement, la réponse vaccinale n'est pas modifiée. Il faut faire très attention aux vaccins vivants. Pour le vaccin contre la varicelle zona, si on va le faire, il faut arrêter le traitement au moins 1 mois avant de faire le vaccin. Pour la fièvre jaune, poliomyélite littorale, RER, littorale et DCG, il faut arrêter le traitement 3 mois. Donc, il faut prévoir ces vaccinations avant d'instaurer le traitement de 3 mois. Et on pourra reprendre donc la tofacitinib au moins 1 mois, mais au moins 2 semaines après la vaccination. Alors, en cas d'initiation d'un anti-JAK, donc la vaccination préventive contre le herpès virus actuellement n'est pas recommandée. On n'a pas encore le vaccin humain, mais si on envisage de le faire, dans ce cas, il faut faire d'abord la sérologie virale. Si on a une sérologie virale avant de faire la vaccination, arrêter le traitement au moins 1 semaine avant la vaccination et réintroduire l'anti-JAK 2 semaines si la sérologie est positive et 4 semaines après si la sérologie est négative. Alors, pour la vaccination contre la COVID-19, donc contre le virus, le coronavirus, qui nous tourmente beaucoup, donc qui nous a tourmenté beaucoup ces derniers temps, il faut donc, en cas de vaccination, on ne va pas modifier le calendrier, mais seulement il faut arrêter l'anti-JAK 1 semaine après la vaccination pour chaque dose. Donc, on peut faire la vaccination, mais arrêter le traitement 1 semaine après pour chaque dose. Alors, sur le plan modalité pratique, c'est un traitement qui se prend par voie orale, à distance ou même avec les aliments. Il n'y a pas de problème. On peut le prendre préférablement à une heure fixe, mais avec les aliments ou pas, il n'y a pas d'interaction avec l'absorption du médicament et les aliments, notamment les lipides. Il n'y a pas aussi d'interaction majeure des traitements utilisés avec de l'APR, notamment les anti-inflammatoires, les corticoïdes, les méthotrexate. Il n'y a pas d'interaction particulière. Pas d'interaction avec les ADE pour les diabétiques, les contraceptifs oraux pour les femmes. Et il n'y a pas d'ajustement des doses en fonction du poids, en fonction de l'âge, du genre, de la race. Et si on a une insuffisance rénale ou hépatique débutante, il n'y a pas d'adaptation des doses. Alors, en pratique, comment suivre les patients traités par anti-JAK? On va essentiellement suivre le bilan hépatique et la NFS, aussi la créatinine, et on va faire aussi un bilan lipidique à 3 mois de traitement. Donc, le premier temps de surveillance doit être moins de 1 mois, donc on doit refaire le bilan avant la fin du premier mois, et puis, tous les 3 mois, on doit refaire NFS et bilan hépatique.
Pourquoi? Parce que donc la majorité des effets indésirables observés avec la tofacitinib, c'est essentiellement la perturbation du bilan hépatique et les perturbations sur la NFS. Alors, comment gérer ces situations? Donc, si on a une spénise hépatique qui survient sous anti-JAK, dans ce cas, on va faire notre bilan habituel. Si on n'a pas de cause évidente à cette perturbation, et donc on a une élévation des azates et des alates supérieure à 5 fois la normale, dans ce cas, on va arrêter le méthotrexate et l'anti-JAK et on va consulter un hépatologue. Si on a une perturbation modérée, c'est-à-dire entre 3 et 5 fois la normale du taux d'azate, et si on a une perturbation qui est moins importante, mais qui est persistante dans le temps, c'est-à-dire un taux des azates alates entre 1,5 fois et 3 fois la normale, mais d'une façon persistante, dans ce cas, on propose d'arrêter le méthotrexate et les traitements hépatotoxiques, notamment les anti-inflammatoires, et de contrôler le bilan. Si on a une normalisation, dans ce cas, on pourra discuter la reprise du méthotrexate en fonction de l'activité de la maladie. Donc, si vraiment la maladie est active ou bien modérément active, on pourra rediscuter la reprise du méthotrexate. Mais si la maladie est en faible activité ou bien en rémission, on pourra garder la monothérapie. Si on a une persistance de l'élévation des transaminases, dans ce cas, on va réduire la dose de la tofacitinib à 5 mg par jour. Donc, si on a une normalisation donc au bout de 15 jours donc du bilan hépatique, on pourra dans ce cas réaugmenter et reprendre la dose initiale de l'anti-JAK. Mais si on a une persistance de cette élévation, on va arrêter l'anti-JAK et consulter un hépatologue. Alors, si la normalisation se confirme, on va garder l'anti-JAK et rediscuter la reprise de la dose initiale en fonction de l'activité de la maladie, mais si on a une persistance de l'élévation des transaminases, dans ce cas, on va les arrêter et voir avec un hépatologue. Alors, le deuxième problème, c'est la survenue d'une neutropénie sous anti-JAK. Alors, si on a un point de neutrophile inférieur à 1000, dans ce cas, on va arrêter d'une façon temporaire le JAK et on va refaire la NFS quelques jours après, en post-prandial ou après un petit effort. Pourquoi? Parce que les PNL peuvent parfois donner des petits problèmes de margination, ils vont se fixer sur la paroi vasculaire et ils ne vont pas être détectés par la NFS. Ils sont là, mais ils ne sont pas détectés par la NFS. Donc, on refait la NFS en post-prandial ou bien après un effort. Si la neutropénie se confirme, donc si on a une reprise des taux normaux de PNL, on pourra reprendre le traitement sans problème. Si la neutropénie se confirme et on a un taux entre 500 et 1000, dans ce cas, on va arrêter de façon temporaire et contrôler la NFS donc de façon rapprochée jusqu'à reprise de taux normaux de PNL, mais si on a des PNL inférieurs à 500, dans ce cas, il faut arrêter l'anti-JAK. Pour les lymphocytes, il faut toujours surveiller si le patient présente un taux de lymphocytes inférieur à 750 éléments par millimètre cube, dans ce cas, on arrête les anti-JAK et on va contrôler d'une façon rapprochée. Si donc les lymphocytes réaugmentent, dans ce cas, on reprendra le traitement soit à moitié dose, soit à dose pleine en fonction du taux de lymphocytes et en fonction de l'activité de la maladie avec une surveillance rapprochée. Mais si le taux persiste inférieur à 750, dans ce cas, on arrête pratiquement déterminé. Même chose pour l'anémie à 9 grammes. Si on a un taux inférieur à 9 grammes, donc dans ce cas, on arrête l'anti-JAK. Et vous pouvez consulter donc les fiches du CRU. Voici aussi la conduite à tenir en cas d'infection à herpès virus qui survient au cours du traitement. Comment gérer ça? Avec la grossesse, donc il faut faire une contraception efficace. Un délai, si on envisage une grossesse, un délai d'arrêt avant la conception de 4 semaines. L'allaitement n'est pas recommandé sous traitement par anti-JAK
Et pour la chirurgie programmée, on va faire exactement comme avec les biologiques, avec les mêmes précautions, mais avant la reprise du traitement en post-opératoire, on doit refaire au moins la NFS pour vérifier s'il y a ou non une lymphopénie qui expose à un risque d'infection. Pour conclure, donc les anti-JAK, c'est une nouvelle classe thérapeutique. C'est une nouvelle arme dans notre arsenal thérapeutique et est un outil indispensable aux rhumatologues dans les années à venir. Il nous permettra de donner plus d'options aux patients pour pouvoir avoir donc une décision partagée avec le patient. On a des données d'efficacité donc qui sont très intéressantes grâce à un vaste plan de développement et des données de tolérance rassurantes avec plus de 10 ans de recul et avec les données des registres. Reste le positionnement de cette molécule dans notre arsenal thérapeutique, dans notre prise en charge. C'est un sujet qui reste à débattre dans les années à venir, notamment avec les principes donc, de médecine de précision. Je vous remercie. Merci Wafa pour cette belle présentation, différentes données d'efficacité et de tolérance de cette nouvelle molécule. Nous avons donc des tuteurs dessus dans notre marché tunisien pour les malades. Est-ce que vous avez des questions dans la salle concernant cette présentation? Une à deux questions. C'est pas mal, oui, c'est bon. Merci pour votre exposé. Certainement, c'est une molécule qui va transformer le mode de vie des malades. Cependant, c'est une molécule que nous ne connaissons pas. Malgré toutes les publications que vous avez, on arrive à connaître un médicament qu'après l'avoir essayé. Mais avant de l'essayer, il faut prendre toutes les précautions nécessaires. Et moi, je vais vous poser une question. Vous avez exclu des malades, les malades traités, ceux qui ont un infarctus médical ou ceux qui ont une insuffisance cardiaque à cause du risque embolie. Moi, je vous demande est-ce qu'il ne faut pas exclure également les malades qui ont un risque cardiovasculaire, par exemple le diabète, l'hypertendu, le tabagie. C'est une question qu'on peut se poser. Effectivement, donc, la deuxième question que je pose, c'est bien de parler du bilan pré-thérapeutique. Mais le bilan pré-thérapeutique le plus important est celui imposé par la CNAM. Alors, quel est le bilan pré-thérapeutique que demande la CNAM? La troisième question, vous avez parlé des inhibiteurs de CROC qui interviennent dans le métabolisme quelquefois. Est-ce qu'il ne faut pas faire attention aux malades qui consomment les pamplemousses? Leur demander de ne pas consommer le pamplemousse. Bien. Donc, merci beaucoup pour vos questions. Effectivement, le risque cardiovasculaire, et il faut savoir donc, que le risque cardiovasculaire est lié à la maladie elle-même. Donc, la polyarthrite rhumatoïde expose elle-même à un risque cardiovasculaire qui est plus élevé. Et effectivement, donc, en agissant sur l'activité de la maladie, on peut prévenir ce risque cardiovasculaire. Certainement, on va donc suivre de plus près les patients qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire, mais ça ne doit pas empêcher, ça ne doit pas nous empêcher de leur proposer cette option thérapeutique. Pour le bilan pré-thérapeutique, c'est pratiquement la même chose que les autres biologiques, c'est-à-dire NFS, bilan hépatique et rénal, la sérologie virale, hépatite B et C, et quantiférant, et vérifier qu'il n'y a pas d'infection évolutive. C'est le bilan thérapeutique et bien sûr les paramètres d'activité de la maladie. C'est le bilan qui est demandé par la CNAM et certainement donc c'est une information importante si on connaît que le pamplemousse est un inducteur, est un inhibiteur enzymatique. Donc il faut faire attention, il faut avertir les patients qui seront sous anti-JAK. Et merci beaucoup pour l'information. Juste une dernière question. Donc, elle. Merci Wefa pour cette très belle présentation. En fait, notre souci aujourd'hui avec le risque de thrombose, alors si on nous dit faites attention,
C'est-à-dire que ce n'est pas un antécédent de thrombose n'est pas une contre-indication formelle. Et donc faire attention, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Par les mêmes règles qu'on utilise pour prévenir toute thrombose veineuse, c'est-à-dire éviter l'alitement, traiter s'il y a un problème veineux associé. Quant à proposer un traitement préventif par des anticoagulants, c'est un sujet à discuter. Donc, qu'on devrait discuter. Vous avez vu que le risque de thrombose se voit aussi avec les autres traitements, notamment les autres biologiques, et même avec les CS du MART. Donc, on doit faire les mesures préventives habituelles et éventuellement discuter avec le cardiologue s'il faut ou non associer un traitement anticoagulant si on n'a pas vraiment le choix, en fait. Donc, mais ça doit être une décision partagée avec les cardiologues. Il n'y a pas de recommandation particulière pour Merci beaucoup pour cette présentation. Oui, juste une question. Vous avez parlé pour la vaccination antigrippale. Si j'ai bien saisi, il faut arrêter pendant 3 mois. Non, pour les vaccins vivants. Pour les vaccins vivants. Donc, si le patient, si on va instaurer un traitement par anti-JAK de nouveau, on pourra proposer une mise à jour des vaccins avant le traitement, c'est-à-dire 2-3 semaines avant de commencer le traitement. Mais pour la grippe et le pneumo 23, si le patient est déjà sous traitement anti-JAK, faut pas arrêter, on peut le faire d'une façon concomitante. Seulement pour les vaccins vivants, c'est-à-dire ROR, BCG, rougeole et autres, il faut les arrêter 3 mois. Et pour le vaccin contre le virus, le coronavirus, on doit arrêter l'anti-JAK 1 semaine après. Pour le grippal, pas de problème. Pour le vaccin antigrippal. Antigrippe et pneumo 23, pas de problème. On peut les donner de façon concomitante. Merci. Merci, Wafé.